Et de Bastien Ozer, donc deux magnifiques premiers romans. Je ne vais pas du tout incendier, comme vous le disiez à l'instant, Manon Junio. Deux magnifiques premiers romans, très différents l'un de l'autre, bien que, quoique, on verra au cours de cet échange qu'on peut en effet peut-être élaborer des passerelles entre vos deux romans. Alors cette rencontre s'intitule Anatomie d'une chute. Alors ça nous renvoie à ce film, en effet, qui a Palme d'Or à Cannes. Dans vos livres, on étudie, on peut dire qu'on s'attache aussi au processus d'enfermement, au déterminisme, au rêve, au cauchemar. Moi, j'y vois aussi dans vos deux livres une tentative peut-être aussi d'échapper, de se libérer, peut-être d'une forme un peu d'enfermement. On verra si vous êtes d'accord avec ça, Manon Junio et Bastien Ozer. Quelques mots sur vous, Manon Junio. Donc, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des arts de Paris-Cergy, si j'ai bien lu là. Oui. Voilà. Et donc, vous publiez aujourd'hui Échappée aux éditions Grasset, Échappée au pluriel, et ES. Donc, c'est votre premier roman. Donc, chez Grasset, on suit le destin de plusieurs femmes qui se rassemblent dans une châtaigneraie. Alors, c'est sur une île. Alors, on ne peut pas dire que l'endroit géographique est nommé, si je vous ai bien lu, mais on pense que c'est en Méditerranée, qu'il y a quelque chose. Oui, on a des indices. Voilà, on a des indices. Donc c'est important de le dire parce qu'en effet, il y a. À un moment donné, en effet, elles sont dans cette châtaigneraie, ces femmes, avec leurs enfants, mais elles vont tenter, à un moment, d'échapper un petit peu, d'aller à la plage. Enfin, il y a des processus d'enfermement qu'on a envie de briser dans votre roman. Voilà. Bastien Ozer, donc vous êtes, auteur et metteur en scène, membre du collectif, etc., diplômé du master texte et création littéraire de la Cambre à Bruxelles, et lauréat donc du laboratoire d'écriture dramatique de la Société suisse des auteurs. C'est bien ça? Je n'ai pas fait d'erreur? Pas du tout. Pas du tout. Non. Bon, très bien. Et donc, votre premier roman, Une singularité, nous conduit sur les traces d'Abel. Alors, Abel, c'est le personnage principal du livre, mais il y a beaucoup d'autres personnages. Il y a même à un moment donné un ensemble peut-être d'amis, voilà, dans des lieux géographiques qui, eux, sont précisés. Bruxelles, on va y venir. Un moment, l'Arizona, Tucson, et on terminera, si je puis dire, par le désert de Sonora, si je ne m'abuse. J'insiste sur la géographie parce que je pense qu'elle est importante également dans votre roman. Et on va donc suivre le destin d'Abel, qui un jour est victime d'un AVC, le jour où, justement, la première photo d'un trou noir est réalisée. C'est le fameux trou noir M87. Alors, c'est un livre... Ça s'appelle Une singularité, c'est chez Actes Sud, le titre en effet est bien trouvé. Vos deux livres sont singuliers, dans des genres différents. Moi j'ai envie de vous poser la question à vous Manon et à vous Bastien, question banale mais qu'on pose quand il s'agit d'un premier roman assez évidente, qui tombe sous le sens. Quel a été le déclencheur, peut-être les éléments qui ont fait que vous vous êtes mis à écrire tous les deux un roman serait différent l'un de l'autre, vous sur ce point de départ du trou noir, si je puis dire, point de départ scientifique, et vous Manon, point de départ de ces femmes qui se retrouvent avec leurs enfants sur une île un peu sauvage. Elles sont 6 ou 7 femmes, je crois, dans le roman, avec Anita, qui est un peu la personne qui les accueille. Il y a derrière, on va le comprendre, on le verra assez vite, une violence notamment exercée par les hommes, une violence de patriarcat présente. Et c'est voilà. Donc deux romans très différents qui m'ont beaucoup touché, dans deux genres différents, et qui, voilà, j'aimerais savoir quel a été un peu le déclencheur et le point de départ sur l'envie de s'attacher finalement à ces lieux, à ces propos. Voilà. Bastien, donc, et Manon. Qui veut prendre la parole en premier? Je commence, d'accord. Le point de départ de ce roman, c'est l'envie, le besoin de parler d'une certaine forme de violence subie, moi, dans mon enfance. Et donc un besoin de parler, d'écrire là-dessus, sur mon rapport à ma mère, mon père, un contexte familial un peu violent. Et très vite, en fait, dans cette... conquête un peu de ce passé dans l'écriture. Il y a eu aussi un moment où j'en ai eu un peu marre de raconter un peu cette histoire ou de revenir là-dessus. Et ça s'est manifesté par l'envie de créer tout autre chose, en fait, de créer l'inverse finalement de ce que j'avais moi vécu enfant, c'est-à-dire une certaine forme de solitude, mais voilà, de partir un peu à l'extrême, c'est-à-dire d'imaginer une communauté de femmes et d'enfants qui auraient vécu ce genre de violence et qui s'en seraient sortis par la communauté. Et en fait, plus j'écrivais
sur cette communauté que d'une certaine manière je fantasmais aussi moi-même dans l'écriture, plus je me suis rendu compte que ça marchait pas, dans le sens où il y avait aussi des conflits. Et que la violence qu'elles avaient quittée à un moment donné de leur vie avec leurs enfants finissait toujours par les rattraper, parce que c'est bien plus difficile de s'échapper de cette violence. Il ne suffit pas juste de partir, en fait. Et du coup, plus je creusais dans cet endroit, plus je l'imaginais, plus je le créais, plus l'histoire comme ça apparaissait, les failles de mes personnages, et aussi ce qu'elle cache à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire une violence qui ne s'en va pas. Voilà. Bastien. J'essaye toujours de répondre à cette question de manière précise, c'est très difficile. Je pense que j'ai écrit 4 fois ce livre avant, depuis mes 14 ans jusqu'à sa sortie là, dans des itérations différentes, qui avaient aucun intérêt parce que pas d'aboutissement de texte, mais le principal moteur là derrière, je crois, a toujours été l'exploration de cette espèce de différence entre la réalité perçue, individuelle, et ce qu'on a tendance à dénommer comme une espèce de réalité commune, objective, partagée, scientifique, médiatique ou autre. Le monde comme on se le représente en tant que société. Et je crois que ça ne marchait pas quand j'étais plus jeune, déjà parce que j'étais plus jeune et que j'avais besoin de temps pour apprendre à écrire et ce que je voulais écrire, mais aussi parce qu'il me manquait un élément qui pouvait cristalliser ça. Et je pense que cette apparition à un moment donné de cette photographie du trou noir qui est au centre du texte m'a donné une super bonne excuse pour le faire. Parce que c'est devenu une espèce de représentation de quelque chose de scientifique mais qui collait pas. C'est devenu un objet commun que la plupart d'entre nous ont pu voir au moment de sa sortie. Ça a été extrêmement médiatisé. Et pourtant, c'est un trou noir, une photographie d'un trou noir, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui pas explicable, qui échappe à la raison. Et du coup, ça permettait de faire ce lien pour moi entre cet intime, de la réécriture constante de la réalité, de redéfinir les règles pour soi-même, et cette espèce de scientifique un peu plus global. Et donc, tout d'un coup, je me suis accroché à ce trou noir. Et je crois que c'est ce qui a lancé cette écriture-là. Alors faire ce lien, je reprends vos propos, Bastien, c'est vrai qu'on peut dire aussi que peut-être ces femmes qui se retrouvent dans cette châtaigneraie tentent de retisser un lien quelque part. Je l'ai lu comme ça, Manon Junior, en effet, avec Anita, qui est donc un peu la personne qui les reçoit, qui est là depuis, je crois, 8 ans à peu près, elles vont essayer de se je sais pas comment dire, de se réparer, de se reconstruire, de retisser un lien, et elles forment un peu une sorte d'un seul corps, si je puis dire, par moment, dans votre livre. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, d'abord, elle se sauve. Voilà. C'est une fuite. Donc forcément, elles échappent à quelque chose, elles arrivent dans cet endroit et ensemble, évidemment, elles tentent de se reconstruire, elles tentent de retrouver un équilibre, d'élever leurs enfants du mieux possible. Et tout l'enjeu, c'est de ce livre, tout ce qu'on sent finalement, c'est est-ce qu'elles vont toutes parvenir à se reconstruire? Et qu'est-ce que ça veut dire se reconstruire aussi? Parce que c'est très large. Et au fond, dans cet endroit, tous les vécus sont très différents les uns des autres. Il y a par exemple des femmes qui adorent être dans cet endroit, qui se sentent bien dans cette châtaigneraie, au contact de la nature, avec les enfants des uns et des autres qui chahutent. Et puis il y en a d'autres qui détestent, en fait, qui n'ont qu'une envie, c'est de s'échapper aussi, encore une fois, de cet endroit. Et des femmes qui sont une présence parfois qui est un peu pressurisante, ou de retrouver quelqu'un, parce qu'il y a aussi l'homme est un peu exclu, et en même temps, il est source du coup de peur pour beaucoup d'entre elles, mais aussi d'un idéal qu'on a envie de poursuivre, en fait, est-ce qu'on va réussir à sortir de cet endroit, à retrouver une vie un peu normale. Donc oui, tout l'enjeu de la reconstruction de ces femmes, est-ce qu'elles déjà elles vont y parvenir, mais c'est des quêtes, en fait, on se rend compte qu'elles sont ensemble, mais elles ont des quêtes intérieures qui sont complètement différentes aussi. J'ai vu aussi peut-être une sorte de moment donné alors vous mélangez, c'est vrai qu'il y a un côté rêve, il y a peut-être un côté conte aussi également peut-être dans votre livre, non? On ne peut pas le voir comme ça? Enfin, un conte un peu féministe, voilà, je ne sais pas si... J'essaie d'ouvrir des pistes, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire, hein, bien sûr.
Je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais vous voyez, c'est d'une grande richesse ce livre. Alors, donc oui. Je pense que on l'a beaucoup dit, ça, le côté conte sur le livre, et je pense que ça tient à quelques petits éléments qui se rassemblent. C'est notamment la forêt. C'est vrai qu'on est dans un univers extrêmement sensoriel d'une châtaigneraie où on est entouré de nature, voilà. Et c'est l'enfance aussi. Et c'est la confrontation de l'enfance face à un élément de la nature qu'on ne contrôle pas, nous, et qui nous fait peur, c'est la forêt. Et du coup, c'est l'alliance de ces deux choses-là. Forcément, on pense à un conte. Et puis, il y a un moment, évidemment, où il y a une petite fille qui s'échappe un peu des limites de la châtaigneraie et qui s'enfonce comme ça dans un territoire sauvage de la forêt. Et forcément, ça va nous rappeler le petit chaperon rouge, des choses comme ça. Après, moi, je ne l'ai pas du tout écrit comme un conte. Je n'ai pas dit que c'était un conte, hein, bien sûr. Non. Parce qu'au fond, je pense qu'il n'y a pas de morale à ce livre. Je ne mettrai aucune morale et aucun... Non, ce livre, je pense qu'il essaye justement d'éviter la morale, parce qu'on pourrait se dire encore un livre où les femmes sont victimes de violences et ensemble elles sont mieux. Mais non, en fait, enfin, pas forcément. C'est beaucoup plus paradoxal que ça. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été dit. Voilà, je pense que c'est un peu cet univers onirique. Et en plus, il faut dire que comme il y a des enfants, il y a de la magie. Parce qu'en fait, les enfants, quand ils vivent des choses difficiles, ça devient magique, ça devient extraordinaire. On va voir des créatures fantastiques dans la forêt. On va avoir comme ça ce regard émerveillé de l'enfance. Et du coup, forcément, pointe de temps en temps un peu de magie par certains personnages. Et du coup, ça donne aussi un esprit assez onirique au livre. Alors, je parlais d'entrée de jeu du choix du lieu. Alors, même si, en effet, cette île, avec ce côté montagneux, la forêt, vous l'avez dit, il n'est pas nommé, à un moment, elles s'échappent, elles vont une journée à la plage, notamment dans le roman. Est-ce qu'on peut, moi je dis un peu méditerranéen, est-ce qu'on peut penser peut-être à la Corse, je ne sais pas, Sardaigne, enfin bon, est-ce que c'est, si je me trompe, si je vous dis ça Non, pas du tout. Bah là, c'est très juste, parce que moi, j'ai grandi en Corse. J'ai passé 10 ans de ma vie en Corse, et donc forcément, j'avais envie de placer cette histoire en Corse, déjà parce que c'est important pour moi et c'est un territoire que j'ai habité et qui m'habite encore aujourd'hui, mais surtout aussi parce qu'en fait, dans mon esprit, une telle communauté se liait aussi parce qu'on ne peut pas s'échapper. Et une île, c'est très particulier d'habiter une île parce qu'il y a vraiment ce sentiment d'emprisonnement. En fait, s'il y a un problème et qu'on n'a pas de famille dans cet endroit, en fait, s'échapper d'une île, on ne peut pas prendre la bagnole, enfin si, mais sur 200 km, quoi. Mais on n'a pas cette sensation de liberté. On est obligé de prendre l'avion ou le bateau. Et du coup, on a un sentiment d'emprisonnement parfois qui peut être terrible, et quand on a un contexte familial violent, ça peut être terrible en fait, on ne peut pas sortir quoi. Et il y a un côté où tout le monde se connaît, c'est petit. Enfermement, pour en revenir. Voilà. Donc en fait ça allait bien aussi avec ce que je voulais défendre dans Échappée. Et donc le choix de la Corse, pour y avoir aussi vécu, vous l'avez très bien dit, c'était évident pour vous, c'est tombé sous le sens d'entrée de jeu, quoi. Oui, parce que je pense que si elles avaient été sur le continent, elles se seraient peut-être pas rejoint à un endroit en fait. Et puis la Corse, c'est un endroit très sauvage où en fait il y a aussi beaucoup de châtaigneraies, beaucoup d'endroits comme ça très reculés où il y a personne, et c'est parfait pour se cacher. Enfin voilà, ça je veux pas vous l'apprendre. C'est un territoire où il a toujours été facile de se cacher quand on n'a pas envie d'être retrouvé. Alors Bastien Auzer, vous, on est à la fois, finalement, votre roman, il est c'est une sorte d'abîme, si je puis dire, parce qu'on est à la fois au cœur d'un homme, si je puis dire, avec ces histoires de trous noirs, donc dans l'unicité de l'être humain, j'ai envie de dire, tout ce qui va penser ce que la mémoire va lui renvoyer à lui-même, il y a l'enfance, il y a tout ça, il y a l'adolescence. On est dans le cosmos aussi, avec les trous noirs. C'est vrai que vous faites référence à un moment donné, je crois, je ne me souviens plus de son nom, mais je crois un neurophysicien, enfin, il est cité, enfin, il y a un travail documentaire quand même qui est léger, qui n'est jamais, je le précise, parce que quand on dit documentaire, on va dire un bouquin sur, il y a des références, mais il y a une exactitude, vous avez fait des recherches aussi sur des points, et en même temps, c'est un roman sur le lien, sur l'amitié, sur énormément d'adolescence, enfin bon, vous brassez quand même beaucoup de pistes possibles, si je puis dire. Voilà, pour donner ça un peu, pour donner une idée au public. Bastien, ouais.
Oui, c'est un premier roman, quoi. Non, mais non, du coup, il y a tout dedans. C'est un peu le grand. J'ai pas dit que c'était un défaut. Non, je le prends pas, je le prends pas comme tel. Mais non, c'est vrai qu'évidemment, ça recoupe plein de sujets différents. Absolument, c'est bien de le noter. Il n'y a pas besoin de connaissances physiques ou mathématiques parce que je n'en ai que très peu. J'ai fait des recherches évidemment et je maîtrise un petit peu le sujet du trou noir dans ses grandes lignes maintenant, mais de manière très vulgarisée. Il y a une équation dans le livre, mais on n'a pas besoin de la comprendre. Et moi, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Et oui, non, sinon c'est... Karl Schwarzschild, il s'appelle... Oui, 1916, voilà. Bon, exactement. Notamment, ouais. Qui a conceptualisé, enfin, qui a répondu en trouvant la solution, le premier, à une partie des équations de Einstein, a conceptualisé, a fait apparaître la possibilité d'un trou noir dans cette possibilité d'un espace où tout serait beaucoup trop condensé, où la gravité serait beaucoup trop forte pour que le reste des lois physiques qu'on applique à notre vie terrestre ait un sens dans un endroit comme ça, à un endroit où tout disparaîtrait d'une certaine manière. Donc oui, on est constamment entre le macro et le micro, à faire des allers-retours entre le tout petit dans la tête, tout ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau neuronal, comment les souvenirs s'agencent, et en même temps, est-ce que c'est si différent que ce qui se passe au niveau cosmos, univers, comment les galaxies se tournent autour? C'est un peu la grande question paranoïaque sur laquelle planche Abel tout du long de ce texte-là, en partant vraiment un peu de cette conception qui est aussi abordée dans le livre, qu'à un niveau, si on dézoome sur la répartition de la matière dans l'univers et sur la structure du cerveau, en fait c'est très très similaire. Et évidemment, personne ne sait ce que ça veut dire, personne ne sait si vraiment c'est vrai ou si c'est juste de la projection anthropomorphique sur de la matière qu'on ne comprend pas. Probablement que oui. Mais en tout cas, le fait est là que ça se ressemble quand même beaucoup. Donc ça, c'est rigolo à exploiter un peu. Je crois que vous êtes lu respectivement, je crois que vous avez lu le livre Manon de Bastien. On s'est croisés. Vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes rencontrés. Ça, le hasard fait bien les choses. Enfin, et puis vous vous retrouvez aujourd'hui. Donc, ce que vient de dire Bastien, vous souscrivez, j'imagine. Enfin, quel est votre regard vous sur son roman justement? Vous l'avez parcouru? Bastien, je l'ai pas lu. Ah, vous l'avez pas lu? Je crois que vous l'aviez. Non, on a essayé lu de faire un truc vite fait. Oui, c'était génial. Non, on a lu. Je pense que le seul truc que moi j'ai lu aussi de Échappé, c'était à l'époque où on s'est croisés dans ce cursus, des étapes de travail qui sont bien antérieures du coup, ou alors en tout cas dans mon cas peut-être, dans le tien je sais pas. Donc c'était plutôt en amont. Oui, on a lu des fragments de l'un de l'autre. Alors je parlais justement de la force du lien, elle est aussi présente chez vous à travers justement... il fait une tentative à un moment donné à Belle, dans les Amis. Alors, ça se passe d'abord à Bruxelles. Hein. Il y a pas tant de... il y a quelques notations quand même qui nous disent que c'est à Bruxelles. Hein. On peut quand même suivre à l'inverse du lieu de Manon qui n'est pas explicitement nommé. Mais ensuite, après, bon, il y a l'Arizona, Tucson. C'est une sorte de parcours un peu peut-être initiatique. Je ne sais pas comment le qualifier autrement. Mais, et puis donc cette tentative de créer peut-être des amitiés avec les gens qui croisent... dans des fêtes, parfois aussi à Bruxelles. Enfin bon, et ensuite, voilà, sans raconter le roman, ils vont partir en groupe, un peu se retrouver. Il y a un peu comme dans le roman, bien que vous soyez tous les deux soient très différents, cette tentative voilà, de recréer un univers de fraternité. Je ne sais pas comment le dire, le qualifier mieux que ça, mais est-ce que c'est ça? Bah, c'est sûr que c'est un élément, en tout cas dans ce que disait Manon à l'instant, c'est quelque chose que j'ai l'impression de retrouver aussi dans le texte, cette notion de créer de chercher constamment à créer une communauté autour de soi dans laquelle on se sent bien, avec laquelle on a envie de réimaginer la suite, de réinventer un futur possible. Et ça, c'est le cas de Abel. Alors à ce moment-là, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations que dans Échappé, mais par contre, le processus
peut être mis en parallèle, j'imagine, parce qu'on a ce personnage qui est très social. C'est quelqu'un qui vit avec beaucoup de gens autour de lui, qui est constamment à être entouré d'amis, d'amants, d'amantes, de personnes avec qui il passe son quotidien, et qui, du jour au lendemain, va se sentir complètement enfermé aussi par ça, parce que c'est des relations qui datent, parce que c'est des relations avec lesquelles il n'arrive plus à être honnête, parce qu'il part dans cette paranoïa qui l'habite par rapport au trou noir, par rapport à ce qui se passe dans sa tête, par rapport à est-ce qu'en fait il n'y aurait pas quelque chose de plus grand qui l'anime lui, et du coup il n'arrive plus à communiquer tout ça avec ce groupe de personnes-là, donc il va décider de tout recommencer ailleurs. Donc on a aussi ce même un peu mécanisme d'essayer de changer géographiquement et socialement de cadre pour essayer de reconstruire les règles qui régissent un peu notre petit univers personnel. Comme dans votre livre, Manon finalement se changer géographiquement, parce qu'après cette fuite que vous disiez, Manon au départ, en effet, elle se retrouve là ensemble. Alors c'est vrai que c'est pas du tout un livre, je le précise, parce que pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu et que j'invite vraiment à découvrir, c'est pas du tout un roman, justement, vous l'avez très bien dit d'entrée de jeu, c'est à la fois les rivalités entre elles, aussi c'est comme dans toute communauté, j'ai envie de dire, bon, aussi peut-être des générations différentes, des approches différentes, les rapports avec les enfants qui sont compliqués, les enfants semble parfois qu'on leur dit pas tout, il y a le silence aussi, j'y pense, le silence familial, enfin le non-dit, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ça finalement va créer cette situation. Et l'idée de faire ce roman de groupe comme ça, c'était d'entrée de jeu une volonté, ce côté choral en même temps, parce qu'il y a aussi une construction qu'il fallait aussi, vous avez aussi une construction qui doit tenir la route. Est-ce que du coup, quand vous écrivez, vous avez un peu une idée d'une structure d'entrée de jeu, ou est-ce que ça s'élabore un petit peu au fur et à mesure? Beaucoup de questions peut-être en une. Désolé. Non, ouais. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Oui, donc au début, comme je le disais, j'étais déjà dans une poursuite un peu personnelle de moi, ce que j'avais vécu. Et après ce moment-là, tout d'un coup, c'est vrai, c'est un peu arrivé comme ça. Il y a eu cette idée de communauté et très vite, il y a eu les personnages. Et c'était assez troublant d'ailleurs, parce que vraiment, c'est apparu assez rapidement, parce qu'elles représentent toute une part de ce moment de survie, en fait. Et je pense que moi, ce qui m'intéressait dans cette communauté, c'était l'énergie de la survie. C'est cette espèce de fureur, de rage qui nous anime quand on a survécu. Et donc, dans ce livre, ça crie, ça chahute, ça danse, ça boit, ça fume, ça célèbre la vie tout le temps. Ça tente de tout vivre, de tout capter, quoi, tellement ça a été dur avant. Et tellement on s'est senti emprisonnés aussi, avec des gens qui nous ont maintenus, qui nous ont contenus. Et donc il y a ça déborde, elles sont exaltées, elles ont envie de vivre. C'est pour ça que c'est cette espèce d'énergie comme ça. Et ben, c'est une sorte de... Oui, c'est un roman choral, parce qu'en fait on va aller dans la tête de... Pas tous les personnages, parce qu'elles sont quand même assez nombreuses, mais on va aller du côté d'Anita, on va comprendre quel est cet endroit, elle qui a toujours vécu ici, comment elle l'a vu se transformer, cette terre agricole qui a été ensuite abandonnée, puis reprise par elle pour en faire une communauté. On va aller dans la tête de Sophie, de sa fille, qui est le seul personnage qui n'est pas nommé de l'intrigue, qui s'appelle l'enfant. Et elle est pas nommée parce que tout va se décider par elle, en fait, par son action et par ce passage dans lequel elle est entre l'enfance et l'adolescence, en fait. Elle va commencer à bouillonner de questions par rapport à son identité. Et en même temps, elle grandit, donc elle aime tellement cet endroit, ces femmes, elle est dans une dévotion absolue par rapport à cet endroit dans lequel elle vit, un amour total, mais plus que tout, il y a les questions qui ressurgissent et les souvenirs, les bribes de souvenirs qui commencent à émerger. Et donc là, c'est par elle un peu que tout va éclater. J'ai pas répondu à la question, comme toujours. Si, je sais pas, vous pensez quoi? Est-ce que Manon a répondu à la question? On pousse des portes. Non, mais ça, alors je parlais dans l'entrée de jeu du corps.
c'est vrai que je trouve que dans vos deux romans, il y a la thématique du corps. Et le corps, parce que le corps unique, j'ai envie de dire, par moment, on a l'impression qu'elle forme un corps global, je ne sais pas comment dire, enfin bon, corps unique, côté corporel. Vous avez tous les deux une écriture qui travaille aussi là-dessus, justement. Et c'est vrai que dans certains passages aussi de votre livre, Bastien, il y a aussi cette idée de se retrouver ensemble, de faire corps, d'être un peu dans le collectif, peut-être pour faire face, je ne sais pas, à des problématiques, à des questions peut-être on tourne autour un peu du même sujet, mais on revient un peu à cette idée de faire face, quoi, en fait, comme vous l'avez dit, Manon, aussi elles sont là, elles se lâchent, quoi, par moment. Enfin, il y a vraiment ce côté libératoire de se retrouver ensemble et d'y aller, quoi. Enfin voilà. Oui, et puis il y a un rapport au corps qui est total, puisque c'est le rapport entre des mères et leurs enfants. Donc il y a un lien avec le corps, le ventre, cette féminité, l'enfant qui à un moment va avoir ses règles pour la première fois. Il y a un rapport au corps comme ça qui est toujours omniprésent. Et puis c'est en plus aussi ce qui a été martyrisé, le corps. Le corps, il dit tellement de ce qu'il a vécu, en fait, de beau comme d'atroce. Et donc, moi je trouve ça fascinant de raconter le charnel. C'est tellement fort, quoi, comme... ce qui se passe, quoi, quand on est ensemble, que n'importe quel lien, quoi, mais le lien mère-enfant, notamment dans ce livre, c'est ce qui ressort le plus, mais c'est de cette chair qui nous a portés et qu'on reconnaîtrait entre mille, quoi. Bastien ? Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Manon aussi. Moi, je pense que c'est dans le cadre de Abel, le traitement du corps, il est plus paradoxal. Oui. Parce qu'on est sur un personnage qui va à la fois, comme vous le disiez, utiliser le social et le corps des autres comme une porte de sortie, comme un échappatoire, pour sortir de soi-même, pour oublier un peu, pour pouvoir se consacrer un peu à autre chose, pour se vider la tête. Pendant des pages et des pages et des pages et des journées entières, il essaye de ne pas être seul et ne pas penser pour éviter de psychoter trop, pour éviter de rentrer dans sa paranoïa. Donc il y a le corps social et un échappatoire constant. Et parallèlement à ça, son corps à lui, à Belle, ça devient tout le sujet, quoi. Ça devient le générateur de toute la réalité, de toute la vérité. Et c'est la seule chose qui compte au final. Parce que ce que la science lui dit sur son corps ou sur comment son corps devrait fonctionner, très rapidement, il n'y croit plus. Ce qu'on lui a appris qui était possible sur le corps humain, il va le mettre de côté. Et tout ce qu'il va écouter, c'est comment il se sent à l'intérieur. Et donc le corps prend cette place centrale de générateur de réalité, ce qui, je pense, est le cas de tout le monde tout le temps en soi, mais ça devient exacerbé pour Abel à ce moment-là. Donc parfois il essaye de s'échapper de ce truc anxiogène, j'imagine, que ça crée, parce que c'est terrifiant de réaliser que en fait, la réalité dans laquelle on vit, elle est créée par la manière dont on le ressent et par notre propre corps. Donc s'échapper à travers les autres, à travers la fête, c'est toujours un moment agréable, ça permet de penser à autre chose, et ensuite il revient, il retombe à l'intérieur. Vous écrivez « Sans les voir, je sens ». Alors, ils parlent de leur corps, mais au pluriel. Ils sont dans un groupe en relation, l'énergie qui passe de l'un à l'autre. Et ça pourrait être l'énergie qui passe de l'une à l'autre. Enfin, en l'occurrence, dans votre roman, Manon. Je sens l'énergie qui passe de l'un à l'autre. Je vois le réseau électrique qui se tisse entre eux dès qu'ils se trouvent dans la même pièce, invisible, scientifiquement anecdotique, une toile d'araignée, des racines entremêlées. Quand il y a une connexion comme ça, pas besoin de langage pour communiquer. Le langage est même dangereux. Il se glisse entre les corps. C'est une infiltration. Ça ronge les fondations. Ça pourrit dans le plafond. Bientôt, je ne les entends plus et je me dis tant mieux. J'accepte le sommeil qui revient comme la marée haute. Et c'est vrai que je faisais ce parallèle avec votre roman, parce que quand elles sont justement comme ça, alors pas tout le temps, hein, c'est pas toujours aussi, voilà, mais il y a cette espèce d'énergie qui va circuler entre elles. Et en plus, cet élément de nature aussi est important dans votre livre, je trouve, Manon, parce qu'elles sont au milieu de cette châtaigneraie, de cet environnement. Voilà, je pense qu'aussi il faut le rapprocher de leur extérieur, si je veux dire. Oui, exactement. Après,
Bah oui, le lieu est un personnage très important du livre en lui-même, et aussi il y a un rapport à la nature qui fait penser aussi au lien peut-être maternel, et dans ce fruit en fait, la châtaigne, c'est quand même fou, ce fruit entouré comme ça de picots qui va protéger cette boque qui va protéger son fruit. Moi, ça me faisait beaucoup penser au ventre maternel et à ce qu'elles tentent de faire aussi pour sauver leurs enfants, c'est-à-dire les protéger coûte que coûte. Et d'ailleurs, la plupart le disent, si elles sont parties, si elles ont eu l'énergie de quitter ce foyer dans lequel elles étaient maltraitées, c'est non pas pour elles, mais pour leurs enfants. Il y a ce truc où, en fait, pour elles, ça n'avait presque plus d'importance, mais les enfants, c'est sacré et on va tenter de les sauver. Ce que je n'ai pas dit d'entrée de jeu, Manon, c'est que c'est important quand même, le livre finalement couvre les 4 saisons. Enfin, on commence, oui, mais enfin, c'est important. On commence par, alors que je ne dis pas de bêtises, l'été. Ouais. On ouvre par l'été, c'est pas anodin, je pense. Voilà. Ensuite l'automne, bon, dans l'ordre évidemment. L'hiver, et on repart. Le dernier chapitre, c'est le printemps. Voilà, oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait une raison, une envie, quelque chose de l'ordre? Déjà, c'est un endroit qui est régi par les saisons. Une châtaigneraie, ça se récolte à l'automne. Donc en fait. L'été, l'exploitation est un peu à l'arrêt, donc il y a une sorte d'effervescence. Voilà, elles font beaucoup la fête, les enfants sont en vacances, une espèce de rythme comme ça, très dissolu. Et on rentre dans la joie. En fait, on commence le livre dans une fête. En fait, on est immergé complètement dans un moment un peu de liesse générale où tout le monde fume, boit, danse. Enfin voilà, c'est un moment de joie. Et petit à petit, comme ça, chapitre après chapitre, on va comprendre qu'il y a, au-delà de ces moments de liesse générale et d'amour et de tendresse, il y a des petits endroits de tension, des nœuds qui commencent à apparaître. Et après, donc plus les saisons vont passer, l'automne, c'est la saison du travail, en fait. C'est un travail acharné, c'est un travail manuel où elles sont assises par terre en train de ramasser des fruits qui leur permettent de vivre un peu, pas coupés du monde, mais de survenir à leurs besoins. Les enfants retournent à l'école, il fait froid parce qu'on a beau être en Corse, on est dans la montagne, donc c'est un climat qui est difficile, aride. Là vont commencer les premiers manques aussi, les grosses questions qui vont apparaître, ce secret comme ça, donc on va comprendre qu'il y a un secret dans cet endroit, que les femmes sont pleines, ne disent pas tout, et donc on va rentrer comme ça là-dedans. Et puis l'hiver, c'est un moment un peu difficile aussi, de désolation. Il y a un moment de renaissance au printemps. Enfin voilà, ça suit un peu les saisons. Parce qu'il y a une dimension un peu. Alors, je sais pas, ça me vient comme ça. Vous avez trouvé ça peut-être un peu trop fort, Manon. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu suspense. La peur est toujours. On sent qu'il y a. C'est très diffus, mais qu'elle est là constamment dans le roman. Quand va-t-elle vraiment se... Il y a une tension. Il y a une tension, voilà. C'est ça, oui, non, c'est pas du tout... Oui, c'est pas un thriller, mais on a un côté un peu... page turner, comme on a pu me dire aussi, où on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie d'aller au bout de chapitres et de... Voilà, oui, c'est une écriture un peu... Dès le début, on sent bien, il y a aussi les non-dits, il y a les épisodes qui n'ont pas été vraiment révélés, les secrets, les passions inavouables, enfin tout est déjà là, quoi. Et ça, c'était quelque chose que d'entrer dans l'écriture, vous aviez envie d'écrire comme ça en tension pour finalement aller peut-être vers quelque chose. Non, c'est venu petit à petit. C'est venu petit à petit, d'accord. Oui, parce qu'en fait, moi, j'avais pas mon plan, mon roman écrit. Je sais pas si des auteurs font vraiment ça, mais moi, j'ai vraiment découvert le livre que j'ai écrit en l'écrivant, en mettant vraiment les mains dans la terre, quoi, dans le texte, dans les mots, et voir ce qui émergeait en fait de ce travail-là, vraiment. À la table, quoi, comme on dit, devant l'ordinateur, et voir ce qui émerge. Donc non, j'avais juste ces images, ces femmes, cette cuisine, cette fête, et puis peu à peu, voilà, j'ai compris les liens qui se tissaient entre elles. Et moi, vraiment, alors j'ai pas envie de passer pour une tarée, mais j'avais vraiment l'impression qu'elles me parlaient, quoi. Enfin, j'avais l'impression que dans le texte, souvent, ça passe de elles au jeu. Parfois, elles prennent la parole comme ça. C'est des éclats un peu de voix qui surgissent. Et ça, c'est vraiment des trucs que je pouvais entendre. Alors, bon, voilà, là, on dirait vraiment que
je suis atteinte d'un trouble, mais non, parce qu'elle m'envoyait des choses, quoi. Voilà, un certain personnage qui représente la colère, qui va avoir des mots comme ça, qui vont ressortir. Et donc ça, c'est... ouais, voilà, c'est... Donc il y a Caroline, Paola, Livia, Cléo... Elles représentent toutes quelque chose, en fait. Elles représentent toutes... Sophie, Azalée... Oui, toutes, elles ont quelque chose de moi, quelque chose de femmes que j'ai connues, de femmes que j'ai aimées. Elles sont toutes une partie de moi, et les enfants, c'est pareil. Bastien, question, j'écoutais Manon là justement sur la question, parce que vous, il y a aussi cette thématique, je reviens au lieu, mais c'est vrai qu'il y a un peu aussi cette dimension importante des lieux qui est traversée par Abel. Est-ce que du coup, dans votre structure, c'est écrit à la première personne, hein, si je me souviens, c'était un choix délibéré d'entrée de jeu, le jeu. Moi, c'est une question que je pose toujours, hein, je suis un peu obsédé, peut-être pas. C'est important le choix de la personne, je trouve, parce que dire je, c'est pas pareil. Vous vous alternez, vous voyez, Oui. voilà. Et je pense qu'on écrit un roman, j'imagine que ça va donner une couleur, quelque chose, une orientation. Oui, non, ça s'est pas vraiment posé comme question, ça a apparu assez comme une évidence parce que j'avais envie d'être à l'intérieur de sa tête, de Abel tout du long, et que ça me semblait être la meilleure manière de le faire. Et les lieux, donc le côté justement Bruxelles, ensuite le côté urbain. Ça, c'est le départ à Bruxelles est un environnement urbain qui est celui aussi que j'ai appris à connaître, et quelque part j'ai eu envie d'écrire là-dessus sans en faire quelque chose du témoignage du tout, mais simplement ça m'a nourri le côté urbain de la capitale, des cercles plutôt de jeunes gens dans le domaine de la culture qui aiment un peu trop la fête, ce genre de choses-là. J'y ai beaucoup traîné, j'y traîne encore. C'était important pour moi que ça ait une représentation aussi, et puis je trouvais que c'était intéressant de partir de là pour aller vers complètement autre chose, parce que le but c'était pas de parler ni de cette scène ni de ces gens, mais je pense qu'en fait c'est pas important pour cette histoire de savoir d'où ça part, parce que je pense que c'est un trajet qui est tout à fait intérieur et personnel à Abel. Une quête personnelle. Oui, et qui dépend pour le coup vraiment pas de... Il n'a pas de raison. Il n'est pas poussé par son contexte social, politique, son éducation à soudainement partir dans une paranoïa. Ça lui tombe dessus un peu, quoi. Et il se laisse entraîner. Il passe trop de temps sur Internet à faire des recherches, à pas vérifier ses informations, et à commencer à croire des trucs. Et ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, cette localisation de base, elle servait pas à grand chose, pour être tout à fait honnête. Il en fallait une, et puis je pense qu'elle est bien. Et puis ensuite, le changement de localisation, il apparaît comme une rupture. Parce que le roman, pour moi, il est écrit en deux parties. Il est écrit avec en tête cette notion de l'horizon des événements, qui est cette espèce de frontière visuelle d'un trou noir qu'on aime représenter dans ces illustrations les plus hollywoodiennes. Mais cette limite extérieure, ces espèces de cercles d'anneaux de feu qu'on voit tournoyer à une vitesse folle, qu'on voit sur la photo, qui sont représentés sur la photo, c'est la limite extérieure du trou noir, ce que techniquement on peut voir, parce que l'intérieur du trou noir on n'en voit rien, c'est justement tout le principe. Et c'est une frontière en fait, ces anneaux de matière en fusion, c'est la dernière ligne de matière visible avant le trou noir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on bascule à l'intérieur? Pour moi, c'est tout le trajet de Abel. C'est en fait, on se rend compte que on a toujours peur de traverser la frontière parce qu'on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais en fait, une fois qu'on est de l'autre côté, on est de l'autre côté. Et ça finalement, continue. ça peut se prêter à plein de motifs différents, enfin, c'est vrai, de côté même existentiel de la vie en général, quoi. Oui, ça marche, ça marche au sens très large. Mais du coup, pour moi, ce changement géographique, il était important parce qu'il fallait marquer une rupture entre un intérieur et un extérieur, un dans le trou noir, un hors du trou noir. Et géographiquement, il se marquait aussi par ça.
Avec un roman qui est daté, enfin, il y a des dates, on est en juin 2019, hein, ça se déroule sur finalement quelques jours, enfin, ouais, enfin c'est une sorte, oui, enfin, Quelques semaines, mois. quelques semaines, entre, voilà, parce que oui, on est, entre avril et juin 2019. Ouais. il y a ce côté donc de vouloir délimiter dans le temps aussi, parce que c'est cité à chaque début de chapitre, enfin on a vraiment une notation temporelle. Ouais. Oui, oui, ça c'est très. En fait, c'est c'est la dernière hygiène temporelle qui reste, parce que puisqu'on tout le trajet personnel de Abel va vers une distorsion du temps et des notions où ça devient de plus en plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui dure vraiment, qu'est-ce qui est juste ressenti. Le seul élément qu'on garde, c'est ces espèces d'entrées un peu journalistiques comme ça, d'entrées de chapitres qui sont les jours qu'il note, parce que puisqu'il a des trous de mémoire pendant toute une partie de son aventure, il y a un peu ce réflexe de noter les jours où il se souvient. Alors quand même, moi je me dis le désert, c'est peut-être pas anodin quand même, parce que le désert, enfin le désert de Sonora en l'occurrence, ça pourrait être un autre désert, je sais pas pourquoi pas celui-là, hein, bon. Mais il y a ce côté quand même, c'est un lieu très particulier, c'est un lieu où on peut peut-être, je sais pas, peut-être retrouver quelque chose de l'ordre de l'origine, de la source, un lieu un peu. Enfin, moi je le lis comme ça aussi, Bastien. Est-ce que c'est ce que vous. Est-ce qu'il y a cette dimension-là Oui, c'est sûr. Bah, il y a le côté nature, dans le côté grande nature, qui est important, parce que justement, il vient en opposition à la ville, à l'urbain, cette espèce de retour à quelque chose d'un peu plus primordial comme sensation et comme rapport au vivant. Et puis, particulièrement dans le cadre de Abel et dans le cadre de ce texte, Une singularité, le désert, c'est intéressant à cause de ce qui s'organise autour comme des zones blanches. C'est généralement dans des zones où la pollution lumineuse et sonore sont relativement minimes. C'est souvent des lieux, et le désert de Sonora c'est le cas aussi, il y en a d'autres, hein, où des observatoires sont placés pour observer l'espace. Donc en fait c'était ça le point de chute de cette destination-là, c'est que c'est un des endroits dans le monde, il y en a quelques-uns, mais on les compte un peu sur les doigts de deux mains, où on se retrouve pour observer vraiment bien les étoiles. Mais j'y pense aussi des endroits où on peut se retrouver aussi dans une forme de solitude aussi, avec peut-être déconnecté, je ne sais pas ça me vient là, déconnecté, peut-être où on n'est pas connecté avec votre téléphone. À un moment, il balance son téléphone portable, non? Il n'y a pas une histoire dans Si. C'est ça, ouais, Oui. il veut aussi peut-être se couper en quelque sorte un peu du... Ah oui, on est complètement totalement sur le du coupé, monde, quoi, voilà, ouais. pour le coup. Ouais. Peut-être que la Châtaigneraie, c'est ça aussi. C'est peut-être un peu ce lieu, justement, où on se retrouve, où on peut être. Voilà, essayer de se. Puisqu'elles cherchent à fuir, en quelque sorte, et à prendre du recul par rapport à la violence qu'elles ont pu subir avant, et qui est toujours présente, comme je l'ai dit, au cours du roman. Donc il y a cette idée de se retrouver dans un lieu ensemble et d'être un peu loin, à la fois dans une solitude et en même temps être ensemble. Quoi. C'est à la fois dans une complétude et solitude. Oui, c'est tout le paradoxe, paradoxe de ce qu'elles vivent, c'est que même en ayant vécu des histoires similaires et en étant comme ça baignées en permanence dans ce joyeux chaos qu'elles forment toutes ensemble, elles sont seules, quoi. Elles se sentent seules et elles ressentent une forme de solitude. Et ça, je trouve que on en a tous été confrontés à ça, je pense, à un moment de notre vie. On est très entourés et pourtant, il y a un sentiment de solitude qui est vertigineux, qui nous prend. Et c'est le cas de bon nombre de ces femmes, oui, en effet. Oui. Avec un texte par moment qui est poétique aussi. Je sais pas, je trouve que vous aviez à la fois ça mélange des genres différents et peut-être aussi Bastien dans un genre différent. Vous avez des passages notamment sur les saisons, donc sur ça s'y prête bien. J'ai envie de dire juste un court extrait si vous le permettez. On est page 27. Chaque année à l'automne, le vent se lève, les arbres remuent leurs branches, les châtaignes dégringolent, tombent en pluie sur nos colonnes pliées. Les mains s'agitent, excitées par la quête, tâtent les filets à la recherche du fruit précieux, des pics dorés de la bogue qui chatouillent les doigts.
Dépecées sans pitié par les décortiqueuses, elles roulent dans les plis de nos phalanges, scrutées par nos regards froncés, triées une à une, les véreuses balancées au fond d'un seau, tandis que les autres rejoignent le séchoir où elles seront asphyxiées des semaines durant par un feu de braise, sueront là leurs dernières larmes avant d'être broyées en farine au moulin et vendues, jetées aux mains baladeuses des marchés alentours et des boulangers du coin. On sent, voilà. Il y a un texte, alors, sensuel aussi. Enfin, à plusieurs reprises, on est totalement dans la sensualité, dans la sensualité des corps, j'en ai un peu parlé, mais c'est vrai que et de la nature. Enfin, et cette côté, ce rapport direct, en quelque sorte, aussi, Manon Jo. Oui, c'est un texte qui est très sensoriel. Voilà. Et je pense que ça dit beaucoup de moi, la manière dont j'expérimente un peu la vie, et à quel point je suis très, très vite... pas saturée, mais enivrée de plein de choses, quoi. Je trouve que oui, rien que le toucher, rien que de toucher quelqu'un, je fais souvent ce geste-là avec ma main. C'est un geste que je fais quand j'écris. C'est un geste de rappel, de présence, et donc je suis constamment comme ça, un peu très très habitée par ce que je ressens, les odeurs, les sensations, la texture de la peau, d'une peau qu'on a aimée, qu'on touche, la peau de ma grand-mère, de ma mère. Enfin, je trouve que tout ça, c'est d'une telle puissance, quoi. C'est fou, quoi. Donc en fait, oui, je pense que c'est comme ça que peut-être que j'écrirai toute ma vie. Et c'est aussi quelque chose que j'aime explorer, me dire, ok, comment on peut matérialiser dans l'écriture cette peau qu'on aime, cette odeur de cette maison, un bruit aussi. Enfin, j'essaye vraiment d'explorer tous les sens, oui. Bastien, vous explorez tous les sens aussi, en quelque sorte, vous? C'est peut-être... D'une manière différente, mais... Différemment, ouais. Je pense que c'est moins... Moins évident, mais quand même... Non, je pense que c'est pas le même rapport au sens et à la réalité. Je pense que l'exploration de Abel, elle est plus théorique. Et ces sens dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il écoute son propre corps, c'est très cérébral. C'est très... il écoute ce qu'il pense, il est envahi par la grande sensation, c'est ce bourdonnement. Il est envahi par un bourdonnement qui devient incessant à l'intérieur de son crâne, un espèce de sifflement comme ça qu'il assimile au trou noir. Mais ça reste très, très, très cérébral. Donc non, je pense pas que le rapport au monde de Abel passe par le corps de la même manière. C'est pas du tout la même sensualité. Et je pense, par ailleurs, que c'est une partie de son problème. Oui, il a peut-être une capacité un peu à nouer le contact. C'est un peu ça que... Enfin, pas incapacité, mais peut-être... En tout cas, il manque un peu... Peut-être qu'il passe un peu trop de temps à réfléchir. Ouais. Oui, voilà, c'est peut-être ça qui est finalement... Je comprends tout à fait le problème. Hein, mais... Oui, c'est vrai. Alors, le choix du titre, parce qu'une singularité, bon, c'est en effet un roman, pour le coup, très singulier. Et vous, Manon, échappé au pluriel, est-ce que ça c'est un choix qui s'est imposé à vous très vite, ou est-ce que c'est un échange avec votre éditeur respectif Comment ça c'est le choix du titre? C'est une question que j'aime bien poser. C'est important, un titre, hein, mine de rien, c'est quand même ça qui, parfois... Moi, ça a été très long, le titre. Hein. Oh là là, quelle galère. Ah ouais. Franchement, le livre n'a pas eu de titre pendant 1 an et demi. Ça a été une longue bataille parce que je pense que moi, je ne voulais pas lâcher malgré le fait que je n'avais pas de bonnes idées. Ce qui peut arriver quand on est jeune romancier, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a raison alors qu'en fait, non. Et ce titre, il est venu donc très tard, je pense 4 mois avant la sortie. Et au début, je ne l'aimais pas du tout, pour être tout à fait honnête, parce que je pense aussi peut-être qu'en le nommant, il y a quelque chose de réel, en fait. C'est comme l'enfant qu'on porte, une fois qu'il a un nom, il existe, et du coup, il y a quelque chose qui nous submerge, c'est trop, quoi, c'est trop d'informations. Et ça, c'est mon éditrice qui me l'a dit aussi, qui m'a dit que c'était peut-être lié à ça, du fait que j'avais du mal à le nommer. Et après, je me suis dit, en fait, c'est très bien. C'est un mot simple, c'est court, il y a ce EES qui dit beaucoup du livre, et donc maintenant j'aime beaucoup ce titre et toute la bataille qui a eu lieu aussi avant pour le trouver, quoi. Finalement, je suis contente qu'on ait mis autant de temps parce que je trouve qu'il rend hommage au livre. Il est très bien trouvé, et c'est grâce à mon éditrice. Voilà, on lui rend hommage. Parce que c'était long.
Bastien, une singularité, c'est Myriam Anderson, je crois, votre éditrice, non ça vous, Oui, c'est vous voulez la avec remercier Myriam sur ouais. ce texte-là, Ouais. et c'est un titre qui est pareil, qui est apparu à travers des conversations autour de la recherche de titres. Ça a mis un petit moment, mais on s'est mis assez vite d'accord sur ce titre-là qui est apparu assez comme une évidence quand il est apparu, parce que il résume tout au final. Il marche très bien. C'est vrai, non? Et que du coup, une fois qu'il est apparu, il n'y avait plus trop de débat. Il fonctionne sur le côté psychologique du personnage, évidemment. Il fonctionne sur le fait qu'une singularité désigne aussi le cœur du trou noir. Il désigne, en termes de sens, on l'interprète comme on veut. Ça reste simple, c'est joli, ça se prononce. Ça fonctionne, je crois. Donc vos deux titres, en fait, finalement, nous permettent, en effet, en plus, voilà, de laisser aussi libre cours à notre imagination en tant que lecteur et lectrice. C'est vrai que c'est aussi échapper, une singularité. Bon, on peut aller dans plein de domaines différents. Avez-vous des questions, des remarques ou des réflexions pour Manon Junio, pour Bastien Hauser? Donc, deux magnifiques premiers romans, vous l'aurez compris, que j'ai beaucoup aimé, dont je vous recommande la lecture. Voilà, des questions, des remarques. Donc, dans le livre, ça y est, vous voyez, le mot m'échappe. Moi aussi, je ne suis pas loin de l'AVC. Une singularité. Donc, je l'ai lu, ce livre. J'ai été attachée. Moi, j'ai attaché un lien entre le trou noir et puis et l'AVC d'un point de vue médical. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant, le fait que dans l'AVC, donc on perd la mémoire progressivement, donc le trouble avale les informations, comme le trou noir avale ce qu'il a autour de lui. Et donc je voulais savoir si... donc ça m'a paru super intéressant. Et en fait, on n'en parle pas trop là. Est-ce que vous avez fait des liens d'un point de vue médical? Est-ce que vous avez fait des recherches, par exemple, puisque j'ai fait des recherches, j'ai fait des rencontres avec quelques personnes qui avaient souffert d'AVC léger, qui était qui avec pas de séquelles ou peu de séquelles ou avec une récupération possible. Après, ce que je tiens toujours à dire sur ces questions-là, c'est que le médical de ce texte s'arrête vraiment à là. C'est-à-dire que en fait, c'est le point de départ, cet AVC pour moi, et j'ai été fasciné de rencontrer ces personnes-là, de voir comment en effet mentalement, dans la récupération, dans les suites qui pouvaient avoir lieu, et puis c'est très très varié. C'est ça qui est fascinant sur les conséquences de ce genre d'accident peuvent être très diverses, et qu'en effet, comme vous le dites, il y a quelque chose de... Non seulement l'AVC peut absorber une partie des souvenirs, il y a quelque chose du trou noir, mais en plus de cet aspect de l'absorption, pardon, je suis pas sûr. En plus de ça, il y a cet aspect que moi j'aimais beaucoup qui est la récupération ensuite, le processus de réhabilitation du cerveau qui est très incertain en fait, parce que parfois ça met des mois, des années à essayer de retrouver une certaine sensation, un certain souvenir, une capacité particulière, que ça soit physique. J'ai un des témoignages qui était simplement qu'un des résultats était une sensation de froid dans le pouce gauche qui n'avait jamais disparu, mais qui pourrait tout d'un coup redisparaître. Donc en fait, cette idée que les capacités mentales peuvent ressortir de ce trou noir qu'est l'AVC fonctionnait très bien comme métaphore pour moi. C'est pour ça que j'ai été vers ça. Après, une fois que Abel commence à faire ses propres recherches et à lire des articles sur Internet, là on décolle sur autre chose qui n'est plus du tout scientifique. Et les bruits qu'il entend, par exemple, c'est calé sur des
les bruits qu'il entend, là, dont vous parliez juste avant, c'est des choses qui existent, vous les avez pris parce que ça existe chez les gens qui ont des AVC ou pas? Non, pas particulièrement celui-ci, si je dois être précis. Non, le bourdonnement, ça vient d'ailleurs, ça vient d'autres témoignages, d'autres qui sont plus liés à la paranoïa, ça. Le fait d'entendre des bruits, d'entendre des bourdonnements, des bruits blancs, etc., qui peuvent être des conséquences d'un AVC, parce qu'il y a beaucoup de patients qui souffrent d'AVC qui développent certaines formes de paranoïa après, parce que le rapport au réel est justement impacté. Parce que c'est difficile de voir exactement où sont les choses, parce que parfois ça se dédouble, parce que parfois on a des sensations qui ne sont pas là. Et du coup, ça devient plus difficile de faire confiance à son propre cerveau. Et je pense que c'est ça qui est le point de départ de ça. Oui, pour les échappés, le livre, j'ai beaucoup aimé, mais sans vouloir dévoiler la fin, pourquoi cette finale? Ça va être difficile, là, sans dévoiler. Je vous laisserai découvrir la fin. Comme vous avez pu le comprendre, il y a un effet page-turner, forcément, une espèce de suspense comme ça. Que va-t-il se passer? Je vous répondrai tout à l'heure, d'accord? Oui. On se prend un petit temps. Petit rendez-vous individuel pour répondre à cette question. Ouais, petit comité. D'autres remarques, questions, réflexions? J'avais aussi une question pour Manon. Dans les échappés, là, j'ai trouvé quand même que les liens, les choses qui se passaient entre les enfants, dans leur petite société d'enfants, avaient une grosse importance sur l'évolution du texte, sur l'évolution de ce qui se passait. Et là, on n'en a pas parlé. Peut-être vous pourriez en parler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une grosse partie du livre, en fait. Ce qu'elles essayent de construire, elles, avec leur cerveau d'adulte, on va dire, ce qu'elles essayent de construire ensemble, malgré les conflits, tout ça, c'est pas forcément ce qui va se passer du côté des enfants. En fait, du côté des enfants, on est beaucoup plus sur un rapport qui est sauvage, qui est de meute, effectivement, de horde, quoi. Ils sont comme ça dans un territoire qui est très vaste, où les femmes les surveillent pas forcément toujours, et ils n'ont pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, en fait. Ils sont très jeunes, ils ont vécu, grandi, ils sont nés dans un climat de violence, quelle qu'elle soit. Et du coup, cette violence-là, elle ne disparaît pas. Elle est partout dans leur comportement. Dans leur jeu insouciant, en fait, c'est pas si insouciant que ça, c'est très violent. Et du coup, effectivement, dans cette meute, très vite, les plus grands, les garçons, vont prendre le pouvoir. Pourquoi ? Mais pas parce que c'est des garçons tout simplement, mais parce qu'ils ont vu leur père faire des choses à leur mère, ils ont entendu des mots et du coup ça se répète. Et c'est comme ça que la violence se répète dans notre société. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de ce livre, c'est de rappeler comment en fait, nous on est adultes, alors on comprend, on intellectualise, mais en fait il faut revenir à la source, quoi. De ces gosses qui ont vécu dans un climat de violence et qui ne font que le répéter parce qu'ils ne connaissent que ça, parce que pour eux c'est la norme. Et du coup, voilà, il y a cette meute et il y a cette jeune enfant qui s'appelle Nour, qui a 7 ans et qui va être prise comme un bouc émissaire en fait par les autres. Comme ça, en fait, c'est le hasard, c'est ce qui se passe chaque jour dans les écoles. C'est vraiment le hasard qui pointe une petite différence, et voilà, c'est elle qui va être humiliée, discriminée. Et effectivement, c'est à cause de ça, à cause d'un moment où la violence va encore une fois aller trop loin, où les femmes sont loin, où elle est seule, elle se sent seule, qu'elle va s'enfuir du territoire enclavé un peu de la Châtaigneraie, ce qui est interdit. Ce qui est la seule chose que les femmes interdisent, c'est ne dépasse pas les grilles. Elle va trouver un endroit où la grille s'est un peu relevée par un animal, quelque chose comme ça, et elle va partir comme ça. Et il y a aussi un truc qui se passe par rapport à ça. Il y a un moment de décollement dans le livre par cette fuite et parce qu'elle va découvrir aussi au-delà des limites de leur territoire. Oui, la question du territoire, de la limite à ne pas franchir, ça en effet
comme pour la parole. Il y a toujours un endroit où on ne peut pas franchir, un endroit indépassable. Et en fait, c'est justement ça qui va pousser la violence à son paroxysme. C'est parce qu'il y a un endroit où on ne peut pas aller, autant dans le corps que dans la parole, en fait. Peut-être une dernière question avant que Manon Junio et donc Bastien Osière ne dédicacent leur livre juste en dessous. Là. Donc, je vous invite à poursuivre la discussion avec Manon et Bastien et à découvrir leur roman. Avez-vous une dernière question, peut-être, je ne sais pas, avant que nous passions au... Oui, attendez, le micro, peut-être, merci. Oui, donc on parle souvent de premier roman lorsqu'il est publié. Mais avez-vous des premiers romans qui ne sont pas publiés ? C'est mon tout premier roman. Voilà. C'est ma première véritable tentative. Donc là-dessus, je me sens très chanceuse de l'avoir vu vraiment naître et grandir dans une maison d'édition comme Grasset. Moi, comme je le sous-entendais tout à l'heure, ça fait très longtemps que je fais ça. J'ai toujours aimé écrire des longues histoires qui ont pris des formes variables. Donc des espèces d'amas de pages, de manuscrits, j'en ai un petit paquet, ouais. Et puis pas mal de gens, dont pas mal de maisons d'édition différentes ont vu passer mon nom quand j'avais 16-17 ans. Ouais. Est-ce qu'il y en a un deuxième qui est en perspective ou est-ce que c'est pas indiscret de vous poser la question Non, évidemment. À la base, c'est pas seulement le premier, on aime Oui. suivre, accompagner, ensuite... Bah là, ça va faire 8 mois que le livre est sorti. Et ça fait 3-4 mois que je parviens à vraiment me mettre dans l'écriture. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est quotidien. C'est quasiment tous les jours, voire même tous les jours, en fait. Parce que c'est ma manière de vivre. Mais pendant toute la promo d'Échappée, et pendant tout le travail d'Échappée, parce que ça dure 18 mois. À partir du moment où je signe le contrat et jusqu'au moment où le livre sort, c'est 18 mois. Donc tout ce moment-là, j'écris, je continue à avoir une pratique de l'écriture qui est autre qu'Échappée. Mais il a fallu sortir de ce moment un peu tendu de promotion où voilà, on vient au salon, on rencontre beaucoup de gens, puis on est encore hanté par le livre qu'on a écrit. Enfin, c'est encore en nous, quoi. Il faut se détacher du premier tout doucement, pour ensuite avoir de nouveau des idées qui nous viennent. Et puis là, c'est un moment génial. J'avoue, c'est le meilleur moment parce que personne ne met les yeux dans ce nouveau manuscrit. Je suis seule à faire ce que je veux. Et c'est un moment de liberté totale après avoir connu le processus éditorial c'est un moment où on va faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc forcément, voilà, on est obligé de faire des choix, de dire OK, ça va être telle couverture, tel titre. Là, on va enlever cette virgule que tu voulais absolument garder, mais c'est comme ça. Et donc là, c'est un moment où je peux mettre toutes les virgules que je veux, le nommer comme je veux. Et c'est très exaltant aussi de retrouver ce moment-là. Oui, toujours, mais pour le moment, je suis en plein dedans. Ouais, j'écris. Très bien. Alors, Échappée, Manon Junio chez Grasset, donc, et de Bastien Osière, une singularité chère du Sud. Merci et bravo à toi. Merci. Merci.